Bonjour à tous. On sait bien qu'aborder ce thème-là avec si peu de temps est presque impossible. Alors, je ferai seulement 4 points connectés pour poser des questions, bien évidemment, et pas pour chercher des réponses, même si on oriente l'échange paradigmatique que l'on doit faire. Je m'excuse, je parle en français parce que c'est mieux par n'avoir pas la traduction, mais peut-être je mélangerai des mots italiens et anglais, mais c'est dans l'esprit de notre colloque. Alors, le premier point, c'est ça, que bien sûr, il y a, tout le monde le sait, une globalisation politique et économique, mais c'est très important et c'est un thème qu'Edgar a répété beaucoup de fois, une globalisation culturelle qui est ambivalente, parce qu'il y a autant de standardisation et autant de création de cultures émergentes. Mais le point très important, que je crois que cette globalisation culturelle n'est pas seulement dans l'espace, mais est aussi bien dans le temps, parce que dans les dernières années, il y a un véritable progrès de l'histoire globale et on apprend que l'histoire globale est plus profonde que l'on imaginait et que beaucoup de cultures traditionnelles apprennent de nous beaucoup de choses plus que l'on croyait. Et cette idée de globalisation va tout à fait au contraire de l'idée très naïve pour le moment du progrès linéaire qui va être supéré par beaucoup de choses, mais pas seulement par la compréhension des cultures autres qui vivent encore dans l'espace, mais même par la compréhension de l'importance des cultures autres qui vivent dans le temps. Alors ça, c'est un thème très important dans tout l'ouvrage d'Edgar Morin, parce qu'Edgar Morin parle de beaucoup d'humanités qui se sont suivies et se sont combattues, mais qui ont fait même nos propres racines d'aujourd'hui. Et bien sûr, on pouvait parler par ça de l'importance des chasseurs-recueilleurs, de l'importance des premières civilisations agricoles et même des civilisations de l'ancienneté classique ou de la modernité. Mais maintenant, je veux aborder ces questions-là seulement par une question qui, bien sûr, est très importante dans la politique et dans la culture d'aujourd'hui, la question de migration, parce qu'on devait dire que beaucoup de choses qui sont répandues dans les débats politiques d'aujourd'hui sont tout à fait faux. Parce que l'immigration, bien sûr, maintenant, ont une intensité numérique très importante, mais quant à intensité qualitative, peut-être ils sont plus importants dans l'ancienneté et même en temps préhistorique qu'aujourd'hui. Ou bien les migrations sont toujours une constante de l'aventure humaine sur la Terre. Et alors, quand l'on veut empêcher les migrations, c'est comme attaquer une racine très profonde de la culture humaine. On ne peut pas faire ici l'histoire des migrations, mais on doit rappeler qu'en principe, pour 9/10 de notre vie, on était tous des nomades, les chasseurs et cueilleurs, et on a peuplé les planètes avec une grande diaspora qui a déclenché une coévolution entre les populations et les environnements, et chaque population a construit une culture bien adaptée à son propre environnement. Alors la culture, à l'origine, est enracinée dans beaucoup d'endroits locaux.
Et la terre a été peuplée par ces procès. Puis, l'âge des civilisations agricoles a inversé le processus. Et bien sûr, les cultures et ce que l'on a dit civilisation on s'est répandu et se sont rencontrés, combattre et mélanger. Il y a eu la naissance des premiers réseaux intercontinentaux, les réseaux eurasiatiques, par exemple, qui ont mélangé même les idées et les technologies, parce que la migration d'hommes d'idées et de technologies s'est expressée très vite dans le monde ancien. Et vous savez que toutes les relations entre l'Europe et la Chine au Japon sont très importantes pour notre propre civilisation. Alors, ce que je veux dire est que l'identité des peuples, des nations et même des individus ont des différentes racines dans beaucoup d'espaces et beaucoup de temps de l'espèce humaine. Il n'y a pas du rien une pureté ethnique, même dans les aborigènes australiennes ou américaines, qui au contraire ont fait des mariages, ont fait des commerces avec les populations voisines, mais un réseau global s'est établi même dans l'Antiquité et ces réseaux connectaient la plupart de l'Eurasie et même de l'Afrique. Alors vous comprenez que dans l'état moderne, il y a une globalisation de ces réseaux plus étroits parce que tous ces réseaux continentaux deviennent une très rapidement. Et bien sûr, les migrations augmentent d'intensité numérique, mais je crois que quant à intensité qualitative, l'été agricole, où il y a beaucoup de populations qui se répandaient dans un monde presque vide, parce que bien sûr, dans la Sibérie, dans le nord de Chine ou de l'Europe, c'est la plus intense d'un point de vue qualitatif parce que démographiquement, l'humanité était beaucoup plus étroite que maintenant. Alors, on doit penser aussi bien que les zéniths de migration n'ont pas attendu dans les dernières décennies, mais étaient atteintes dans les périodes qui va depuis 1860 jusqu'à 1940, quand il y a 40 ou 50 millions qui vont de l'Europe aux Amériques et qui moulent l'identité des États-Unis, de l'Argentine, bien sûr, du Brésil et de toute l'Amérique. Et puis il y a aussi bien 40 millions de Russes qui vont dans l'Extrême-Orient et en Sibérie, et qui moulent à autre part de l'Eurasie. Et puis il y a une diaspora très importante de l'Asie, de Chine et de l'Inde, dans tous les océans. Il y a une diaspora des Indiens au Sud-Afrique, Gandhi par exemple, dans le Pacifique, et Chinois et Japonais arrivent en Californie et même au Pérou, au Sao Paulo. Et alors, ils tracent l'interculturalité du monde d'aujourd'hui. Alors, je dois dire que l'interculturalité est en fait très mûre et même très enracinée dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, maintenant, il a changé quelque chose dans le cadre de migration, parce que si on va voir les craintes politiques et sociaux de l'Europe,
bien souvent on pense que maintenant les migrations ont lieu dans un monde plein, tandis que les migrations d'Europe dans l'Ouest américain, dans la Patagonie ou d'autres migrations avaient lieu dans un monde presque vide. J'ai dit presque vide parce que, bien sûr, il y avait beaucoup d'aborigènes, de populations naïves qui ont été génocidés en tant qu'on prétendait que ces migrations ont lieu dans un espace vide. N'était pas vrai. Mais cette fiction a fonctionné. En tout cas, on avait l'Europe et même les États-Unis ont échangé un jeu à somme pas nul. Un jeu, je gagne, tu perds. Et les grandes civilisations, même la Chine a gagné, même la Russie a gagné. Et c'est ça le cas de contemporain où il y a des vainqueurs et des vaincus de globalisation. Alors maintenant, il y a les paradoxes. La politique maintenant a beaucoup de paradoxes et je pouvais parler pendant plusieurs heures de ces paradoxes de la politique. Mais maintenant, les paradoxes européens, c'est comme ça, qu'on prétend que l'Europe doit être innovative, l'Europe doit être créative, et pour être innovative et créative, on a besoin de diversité, de relations et de temps. Beaucoup de relations, beaucoup de temps. Et puis, on va continuer la terrible standardisation des citoyens et des individus qui a été déclenchée par la prétence très fausse de tous les États nationaux qui la pauvreté ethnique, qui s'appelle pauvreté, mais en réalité est une standardisation, une homologation, est l'essence de notre civilisation. N'est pas l'essence de notre civilisation est la relation. Et alors, bien sûr, des migrations où le but n'est pas de marginaliser les personnes, mais d'augmenter tous les types de relations créatives et constructives entre diversités, doit être un paradigme politique. Alors, nous devons changer de paradigme politique et même anthropolitique, parce que je dois seulement énoncer ces facts. On doit renoncer le paradigme de contrôle et de gouvernance étroit, et l'État et toutes les institutions publiques ou même privées doivent devenir des facilitateurs, des générateurs, doivent augmenter les relations et favoriser les spontanées relations entre les individus et entre les populations ou même entre les collectivités humaines. Ça, c'est l'objectif d'une anthropolitique planétaire qui, bien sûr, est une alternative très nette à ces paradigmes d'homologation qui va continuer dans beaucoup de narratifs de nos jours. Merci bien, au revoir.